Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue à la revue des grandes unes de ce jeudi. Allons tout de suite en kiosque avec la revue de presse. On commence par le quotidien La Nouvelle Expression qui met en sa une vaccin Sinopharm. Le gouvernement se défend. A posteriori, le ministre de la Communication et de la Santé publique a justifié laborieusement l'option prise par le gouvernement au moment de l'arrivée du vaccin au pays a surpris l'opinion, tant les effets secondaires d'AstraZeneca initialement choisis avaient amené le gouvernement à surseoir l'introduction du vaccin au pays, même si le ministre de la Santé publique, Manaouda Malachi, a dû se prêter à l'exercice du cobaye pour convaincre le peuple de se laisser vacciner. Le doute ne s'est pas vraiment dissipé dans les esprits. Le quotidien Le Jour parle de Cameroun. Dette, où va l'argent? Le ratio d'endettement public progresse en progrès en 2021 et culminera à 45% du PIB du total du pays, écrit le journal. Le journal Cameroun Tribune parle d'introduction du vaccin anti-Covid-19, un choix qui s'impose. Le journal indique au cours de la conférence de presse hier, le gouvernement, par la voix du ministre de la Communication René Emmanuel Sadier, du ministre de la Santé publique Malachi Manaouda, a expliqué son option en réitérant sa détermination à protéger les populations contre le coronavirus à travers la mobilisation des fonds pour acquérir d'autres doses de vaccins. Le journal Émergence, le journal Le Quotidien de l'économie plutôt, parle de la BEAC. La BEAC prévoit un embellie économique en 2021. C'est ce qui ressort de la première session du comité de politique monétaire qui s'est tenue par visioconférence le 13 avril à Yaoundé. Le journal parle aussi de commerce transfrontalier, les échanges qui reprennent dans l'extrême nord, une région région frontalière en contact avec le Tchad et le Nigeria où beaucoup d'échanges se font. Le financier d'Afrique, politique monétaire, les signaux monétaires au vert en zone CEMAC, selon la BEAC. Le journal parle aussi des hausses inquiétantes des prix des produits de première nécessité au Cameroun. Que va faire la ménagère? La question reste évidemment posée. De même qu'Émergence parle du top 10 des banques les plus performantes du Cameroun qui, à elles seules, détiennent près de 3 956 milliards 300 millions de francs CFA à la fin des exercices du mois de février, à la fin du mois de février 2021. TCS Affaires Vamoulke, le procureur confirme les charges, ce qui pourrait aboutir à une éventuelle ouverture de procès. Le quotidien Le Messager, affaire commune de Banwa dans le Ronkam, Georges Elanga Obam désavoué après avoir fait cause pour un exécutif municipal déchu. Le ministre de la Décentralisation et du Développement local a été débouté par le tribunal administratif de Bafoussam. L'Abida de Garoua, la seconde mort d'Ali Mayatou. L'administration bafoue les traditions dans la désignation du nouveau suzerain. Le journal Mutation, Arcel et Néo, le courant ne passe plus. Une sommation d'une huitaine de jours a été servie par le régulateur à l'entreprise distribuée de l'électricité pour notamment des actes d'abus sur les consommateurs. Le journal évoque aussi le chantier naval avec ses grèves, ses interminables grèves. Des grévistes sont donc chez le Premier ministre. Ils sont allés là-bas porter une fois de plus leur doléance sur leurs conditions de travail et le paiement de leurs droits au chantier naval du Cameroun. Bien plusieurs années que cela ne va plus au chantier naval du Cameroun. Place à présent avec nos invités du jeudi qui sont déjà sur le plateau. Guervé Fongan, bonjour et bienvenue à la revue des grandes unes. Certainement en kiosque, on n'a pas eu Politics. Quelques retards avec l'imprimeur, mais c'est en train d'arriver. Bonjour Jean-Paul et bonjour aux nombreux téléspectateurs qui prennent le même plaisir à regarder la revue des unes qualitatives des journaux paraissant au Cameroun. Je voudrais avoir une pensée ce matin pour les commandants de peloton routier. Vous savez, ils sont 26 au Cameroun. C'est un corps d'élite extrêmement prestigieux. Donc je tenais à avoir une pensée pour eux ce matin. Qui brasse aussi beaucoup de sous. Oui, évidemment, beaucoup d'argent aussi. Simplement pour indiquer que... Donc c'est eux qui ont mis ces sortes des guichets
guichets de collecte de 1000 francs le long de certains axes routiers? Disons que ce sont eux qui veillent à la préservation de la qualité des vies des hommes et des personnes, à ceux qui... Puisqu'il y a beaucoup de véhicules qui arrivent et vont seulement remettre le dossier, on ne feuillette même pas, on leur remet le dossier. Non, avec le geste habituel qu'on connaît. Dans toutes les corporations, il y a des bébés galeuses, ce n'est un secret pour personne. Il y a des pelotons routiers motorisés où on ne donne rien. Qui font bien leur boulot, qui sont... Je ne vais pas donner des noms pour citer... Dans le contrôle de véhicules. Certaines personnes en partie, mais il y en a qui font bien leur boulot, à qui je tiens à avoir une pensée ce matin. Il y en a. Donc, ils sont nombreux. Pour dire que, moi, ce qui m'a marqué cette semaine, d'ailleurs, la presse, ça a peut-être échappé à beaucoup de personnes, c'est l'actualité en rapport avec vous savez, en cette période de ramadan financier, le gouvernement perd beaucoup d'argent et en a aussi besoin. Vous savez, le 2 avril, moi, j'ai été interpellé par la une de l'Œil du Sahel, qui nous rappelait que le commandant de compagnie de peloton, Mamadou Alioum, avait réalisé un exploit incroyable, c'est-à-dire que vous savez qu'il y a des camions qui, pour entrer au Tchad, changent d'immatriculation, ils changent de plaque d'immatriculation. La plaque camerounaise. La plaque camerounaise, et quand ils reviennent au Cameroun, ils mettent la plaque tchadienne. Ils ont de fausses cartes grises, très souvent qui ne correspondent pas à la qualité. Au numéro du châssis du véhicule. Et donc le commandant de peloton de compagnie de Tcholéré, Mamadou Alioum a réussi à démanteler ce réseau-là et à débusquer cette grosse mascarade et cette grosse mafia qui faisait perdre beaucoup d'argent au gouvernement camerounais. Sauf qu'il se trouve que la même semaine, dans le traitement de l'actualité, l'Œil du Sahel du 9 avril revient avec la même actualité, cette fois pour nous dire que c'est plutôt le commandant de l'adjudant-chef Méfiré qui a réalisé ce même exploit, alors qu'il y a quelques jours d'ailleurs, il est passé aux 20h d'Equinox, le commandant Mamadou Alioum, j'allais dire l'adjudant-chef, et en indiquant, en relatant un peu ce qui s'est passé dans l'événement. Donc nous, on est un peu embarrassés de savoir que la même actualité est traitée différemment par le même journal. Donc ça pose une vraie question sur la qualité de traitement de l'information par la presse. Et c'est très inconfortable qu'on en arrive là, un journal assez sérieux pour sortir en indiquant que malheureusement le fameux adjudant-chef Mamadou Alioum est décédé cette nuit en Gaoundéré, dans des circonstances un peu troubles. On ne sait pas exactement ce qui s'est passé, mais toujours est-il qu'il est décédé cette nuit. Et en cette période de Ramadan, on va simplement invoquer Allah pour le repos de son âme, et que Allah l'accueille au ciel, et que nous allons forcément revenir sur cette actualité pour comprendre vraiment ce qui s'est passé dans le traitement de cette actualité contradictoire par un même journal assez sérieux. Camille, les bonjours et bienvenue à la revue des Grandes Unes. Jean-Paul Chunel, bonjour. Bonjour Guy Fongan. Je vous ai vu lors des derniers en vedette au milieu des obsèques de M. Moncam la semaine dernière. Bonjour téléspectateurs d'Equinox Télévision, et un bonjour spécial à grand-père Ice Ekwa, on l'appelle Pamba, mais qui est en train de sortir une forme musicale assez originale qu'on appelle le reggae Issewe. Bon, l'actualité qui m'a marqué, c'est passé du côté de l'Adamawa, dans le département du Mbéré, où j'ai vu la semaine dernière le vice-président de l'Assemblée de commerce assister à la remise de fonds de formation de 150 femmes, 150 jeunes filles du Mbéré formées par IAI Cameroun sur financement de Mokhtar Madama, et en même temps il a remis aussi des kits et des médicaments attention, vous aurez des factures. Non, c'est un acte social, surtout en période de Covid, où il a donné aussi des kits et des médicaments au centre médical de cette même ville qu'il a construit et dont qu'il a livré clé en main. On reste donc sur le Covid, le vaccin Sinopharm. Le gouvernement se défend. Guy Fongan, le gouvernement, contrairement à AstraZeneca, où on avait annoncé qu'il y a des doses de vaccins qui arrivaient et que par après, le comité scientifique s'y est mêlé pour dire que ce n'était pas le bon vaccin. Mais pour Sinopharm, les vaccins sont arrivés et on a découvert, comme tout le monde, a commencé, le ministre de la Santé s'est prêté comme cobaye, il indique d'ailleurs le journal. Mais les doutes persistent toujours et finalement hier, le gouvernement fait une sortie pour tenter de défendre et indiquer que non, elle se bat pour... Comment comprendre cette faille dans la communication ? Non, cette faille peut s'expliquer de manière très simple. Aujourd'hui, on est en face d'une situation dans laquelle le gouvernement a perdu sa crédibilité dans le traitement d'une actualité dans l'espace public.
Vous voyez, la crédibilité, c'est comme la virginité. On ne la perd qu'une fois. Une fois que vous l'avez perdu, vous l'avez vraiment perdu. Donc, il se passe que le gouvernement n'inspire plus confiance dans sa manière de gérer cette crise sanitaire au regard de tout ce qu'on a observé comme un tâtonnement et comme zone d'ombre dans la manière de faire. Simplement parce que aujourd'hui, on a du mal à comprendre la célérité avec laquelle on nous impose un vaccin. Ça c'est le premier élément à mettre à l'analyse. Quand le même gouvernement nous a dit il y a quelques temps qu'on a un taux de guérison à plus de 98% et qu'on a un taux de létalité de 0,1%, ça veut dire qu'il y a 99% de gens qui guérissent. Donc on a du mal à comprendre de manière réaliste quel est l'empressement de vouloir imposer un vaccin alors qu'on nous a dit qu'on a un taux de létalité de plus de 98%. Ça pose quand même des questions sur l'urgence du vaccin. Donc les gens ont des raisons objectives de s'inquiéter. Contrairement au parallèle que les autres font sur les autres maladies, qu'on peut dire que s'il était question de décimer l'Afrique, eh bien, tous les vaccins qui sont prescrits aux enfants de 0 à 5 ans à la naissance dans les hôpitaux, il y a très longtemps qu'on aurait décimé l'Afrique. Sauf que les enjeux ne sont pas exactement les mêmes ici, parce que les mêmes vaccins sont appliqués ailleurs. Et on a du mal à comprendre que aujourd'hui, on nous impose aussi rapidement le vaccin est mis sur pied. Et la cerise sur la bêtise, c'est que même le même vaccin de la Chine qui est arrivé ici, nous avons eu encore quelques jours que ce même vaccin est fortement remis en cause par les Chinois eux-mêmes. Et on a d'ailleurs l'ambassadeur de Chine. Voilà, nous l'avons accueilli à bras ouverts. Après avoir titubé sur AstraZeneca, on s'est rabattu vers la Chine. La Chine elle-même aujourd'hui est en train de remettre en question ce vaccin. Donc tous ces éléments mis ensemble donnent des raisons objectives aux gens de ne pas prendre ce vaccin très... Le gouvernement est dans l'embarras et monte au créneau pour tenter de rassurer, d'expliquer ce qui se passe, mais ce n'est pas de nature à ramener la sérénité au sein des populations, qui a des raisons, en mon sens, objectives de douter de la crédibilité et du sérieux du gouvernement. Oui. Il s'agit quand même de la santé. Camille Nélé, le doute persiste, ça c'est un fait. On a même écouté dans certaines villes, certains Camerounais dire qu'on n'a pas vu le président de la République se faire vacciner, le Premier ministre, ainsi de suite. Mais on se rappelle quand même qu'au moment de la décision d'importer AstraZeneca, le comité scientifique avait donné son avis tout le moins défavorable, ce qui avait amené le gouvernement évidemment à annuler cette option. Sinopharm arrive, on n'a pas dit, le gouvernement n'a pas dit si le comité scientifique a donné son accord et le doute continue de persister. Comment comprendre cette façon de faire? Je pense que la presse doit éviter de continuer à instiller le doute dans l'esprit des Camerounais. La presse relève le doute qui est un fait. Non, elle instille le doute. Il faut faire très très attention. Pour vous, il n'y a pas de doute? Non, c'est pas qu'il n'y a pas de doute. Encore que les gens ont le droit de douter. Nous sommes dans une phase en réalité expérimentale parce que ces vaccins eux-mêmes qui sont en train d'être inoculés pour faire face au Covid-19, on ne nous dit pas ils protègent de la variante, du variant sud-africain. Donc les gens ne voudraient pas être des cobayes? Non, c'est pas que les gens ne voudraient pas être des cobayes. Il faut comprendre d'abord l'environnement mondial. On est en train de vacciner à travers le monde entier. Et il n'y a pas de raison que le Cameroun ne vaccine pas ses populations. Moi, je pense que le gouvernement camerounais, en décidant de faire venir le vaccin chinois, d'ailleurs, après avoir fait preuve de prudence par rapport à AstraZeneca, qui commençait à susciter de sérieux doutes en Europe, a fini par choisir le vaccin chinois. Mais le vaccin chinois, il a été choisi sur la base d'un certain nombre d'éléments objectifs. Parce que vous voyez aujourd'hui, quand on parle d'AstraZeneca et quand on parle du vaccin chinois, aujourd'hui, on est en train la presse internationale est en train de parler du vaccin américain Johnson & Johnson qui est en train d'être remis en question. Donc, nous sommes dans une sorte de concurrence internationale sur le plan pharmaceutique. Mais moi, je m'en tiens à cette conférence de presse que vient d'organiser, cette conférence de presse conjointe que vient d'organiser le ministre de la Communication et le ministre de la Santé. Et le gouvernement, cette conférence de presse n'était pas faite parce que le gouvernement voulait se défendre. Moi, je pense qu'elle était faite parce qu'il fallait qu'on explique aux populations. Pourquoi ne l'avoir pas fait bien avant? C'est la question. Et c'est là où beaucoup de Camerounais se disent qu'il y a une sorte de décalage. Un problème de communication, ce problème de communication dont parlait Guy Fonga, il aurait fallu que le ministre de la Communication et le ministre de la Santé annoncent
ce vaccin voilà, va recevoir demain. Bon, malheureusement, le vaccin est arrivé. On a commencé les vaccins et le gouvernement a organisé la conférence après. Bon, on ne peut pas dire qu'il a organisé la conférence pour se justifier ou pour se défendre, comme dit la nouvelle expression. Mais moi, je pense que cette conférence de presse avait quand même... Il ne fallait donc pas l'organiser. Elle avait un but. Il fallait bien qu'on mette bien dans la tête des gens, et le ministre de la Communication l'a dit, que c'est dans le souci de respecter ce devoir constitutionnel du chef de l'État de protéger ces populations que le gouvernement a choisi de faire vacciner ces populations et a choisi le vaccin chinois. Il était important qu'on le dise, parce qu'il y a des gens qui disent oui, mais on ne nous a pas parlé de vaccin. Pourquoi est-ce que le vaccin arrive aujourd'hui et on commence à vacciner les gens? Et pourquoi Paul Biya lui-même ne se fait pas vacciner? Il ne faut pas voir les choses aussi à ce niveau où on se dit que le gouvernement doit être obligé tout le temps de se justifier. On a vu le ministre de la Santé... Le gouvernement travaille pour le peuple, non? Il travaille pour le peuple, mais on a vu le ministre de la Santé se faire vacciner. Hein? Pourquoi exiger? Est-ce qu'on a vu dans d'autres pays comment tous les ministres se faisaient vacciner? Il ne faut pas toujours couper les cheveux en quatre au Cameroun. La situation est suffisamment assez grave. Est-ce que c'est mauvais, même si tout le gouvernement se vaccine aux yeux de tout le monde? Mais de toutes les manières, n'oubliez pas, Jean-Paul Chiniat, que le vaccin est libre. C'est-à-dire qu'on est libre de se faire vacciner ou pas. Mais l'action de vacciner les populations est une action préventive. Et elle est en train d'être exercée sur le plan universel à travers le monde entier aujourd'hui. Guy Hervé Fongan, Camille l'a évoqué tout à l'heure, cette bataille des firmes pharmaceutiques. Comment comprendre quand même que le Cameroun a ses solutions locales qui ont fait des preuves, même si on tente de l'apprendre avec les pincettes? Est-ce qu'il n'est pas temps que l'Afrique se réveille pour jouer dans le concert des nations avec tout ce qu'elle regorge comme pharmacopée? Comment comprendre qu'on se retrouve pris entre les taux des batailles des firmes pharmaceutiques internationales? Merci infiniment parce que qui sont loin de faire de la charité, il faut le préciser. Merci infiniment parce que vous me tendez une belle perche pour caresser amicalement le doyen. Et non, qui, au-delà de la bataille des firmes pharmaceutiques, est allé plus loin en disant que la presse, en faisant le procès de la presse, qui sème le doute. Non, la presse ne sème pas le doute. Il faut qu'on rappelle l'émission essentielle de la presse qui est d'informer, d'éduquer et de divertir. Pour le cas d'espèce, la presse ne fait qu'informer et de rendre compte de ce qui se passe et des faits tels quels. Je voudrais quand même rappeler, pour ceux qui ont la mémoire sélective, que Louis Pasteur, quand on a découvert le virus de la variole, c'est 50 ans plus tard qu'on a parlé de vaccin. 50 ans après que Louis Pasteur découvre le virus. Et donc cette célérité avec laquelle... Il n'y avait pas encore les enjeux financiers. Voilà, c'est 50 ans plus tard qu'on parle du vaccin. Et donc il faut très bien prendre ces choses en considération. Nous avons une des maladies les plus mortelles, qui est le palu, qui fait un ravage incroyable en Afrique, dont on n'a jamais trouvé le vaccin. Vous avez le VIH-Sida, dont on n'a jamais trouvé le vaccin depuis des années qu'on en parle, mais en un an à peine, on nous brandit un vaccin. Donc ça donne raison aux gens de douter de cette affaire. Comment ça se passe que nous, encore que chez eux, ils sont plus exposés, plus vulnérables que nous ici. La première vague du coronavirus l'a d'ailleurs démontré. Tout à fait. Nous qui mourons de palu depuis des lustres, on n'a pu jamais trouver un vaccin contre le palu, jamais. Mais en un an à peine, on nous a brandi un vaccin contre le coronavirus. Ça donne raison, objectif aux gens de croire que, avant de penser même la maladie, il y avait un vaccin qu'on voulait imposer au monde entier depuis. C'est tout à fait, c'est un lien de cause à effet. Sinon, on comprendrait difficilement la situation dans laquelle on se trouve. Et puis même, cette manière, j'allais dire cavalière, d'embrasser le vaccin par le gouvernement camerounais. Je vous ai dit tout à l'heure que le même gouvernement nous a dit qu'on a un taux de guérison de 98%. Il n'y a aucune urgence à vouloir faire vacciner. Il n'y a aucune urgence. Et les mêmes, vous avez bien fait de parler de notre pharmacopée et le doyen qui semble célébrer le vaccin. Les mêmes personnes, Monseigneur Cléda, comment il s'appelle, Thompson, Hobson et plein d'autres médecins vous disent qu'ils peuvent guérir. Encore que je crois que c'est aujourd'hui encore qu'il y a une distribution gratuite faite par les pygmées des médicaments contre le coronavirus. Je crois que ça va lui, c'est aujourd'hui ou demain, je ne me trompe pas. Pour dire qu'en fait, on a une pharmacopée locale puissante qui puisse nous mettre à l'abri de cette pandémie-là. Si les gens peuvent guérir cette maladie, telle que ça a été démontré et éprouvé, ça veut dire qu'ils peuvent prévenir la maladie. Donc cette manière, moi je trouve théâtrale de vouloir célébrer le vaccin, qui est à la fois fait par le gouvernement et que le doyen semble cautionner, moi me gêne un peu. Je veux dire, et on semble maintenant nous donner l'impression que le vaccin c'est la panacée et que les mesures barrières c'est à remettre au calendrier grec, alors qu'à la vérité, même les propres concepteurs du vaccin vous disent que le vaccin même ne nous apporte aucune garantie à 100%
de son efficacité. Donc il n'y a pas de raison de célébrer ce vaccin. Au contraire, on devrait, à mon sens, contribuer à mettre l'accent sur notre pharmacopée, contribuer à continuer à encourager ceux qui ont fait leurs preuves il y a quelques années, pour les donner les moyens de prémunir encore aujourd'hui, même de manière... une solution africaine. Oui, même de manière... j'allais dire... non, pas provisoire. Micro. Des gens ont des potions pour renforcer le système immunitaire et se prémunir contre la maladie. Sauf qu'il faut que ça puisse se faire à grande échelle, dans les moyens à nos oui, Camille, avant votre réaction, il y a quand même que dans la région de l'Ouest, les premières doses de vaccins sont arrivées. Évidemment que la priorité, c'était le personnel de santé, mais hier, à une opération de vaccination, 5 médecins se sont présentés. Est-ce que ça ne justifie pas aussi cette crainte si les médecins, si des médecins sont déjà les premiers à prendre à douter. Des médecins. Vous avez la mémoire courte, Guy Fongan. Je suis de ceux qui, depuis le début, disent que ce qui arrive au monde entier aujourd'hui est unique. C'est-à-dire qu'on n'avait pas vu une telle pandémie depuis les années 59 avec la grippe asiatique ou des années 18 avec la grippe espagnole. Et que j'avais dit que la grippe asiatique est même arrivée ici au Cameroun, qu'on avait appelé le Nkongele. Ce que je voulais dire, c'est que nous sommes dans une période où le monde entier est confiné. Vous n'avez qu'à regarder les plus grandes opérations financières du monde. Elles sont boycottées, on interdit, le public n'insiste pas. Voilà les Jeux Olympiques qui vont se dérouler dans 100 jours. Il n'y a personne. C'est-à-dire, on se dit que les places sont même comptées. Regardez les stades de football. Regardez la Champions League, la demi-finale de la Champions League, il y a quelques jours, où il y avait une quinzaine de personnes seulement au stade. Vous devez comprendre que le problème est suffisamment pris au sérieux et que cette pandémie... L'euro commence en juin. Ils ont défini les proportions. Vous êtes au courant pour J'espère que vous ne niez pas... Ils ont défini les proportions. Laissez Camille aller au bout de sa J'espère, Guy Fongan, que vous ne niez pas la létalité du Covid. Vous avez autour de vous plein de gens qui meurent de Covid et que le Covid existe. Et moi, je pense que l'État du Cameroun avait le droit, a le devoir, même pas le droit, le devoir de protéger ces populations à travers la solution qui est pratiquée par tout le monde. La solution endogène qui a fait ses preuves. Du pasteur, de Monseigneur Cléda. Moi, j'en ai parlé ici pendant longtemps. J'ai dit ici pendant longtemps, je me suis demandé pourquoi le comité scientifique du Cameroun ne l'expérimente pas et ne la pratique pas. Parce que cette voie est une voie non pas préventive comme le vaccin, mais elle est curative. Moi, je l'ai souvent dit ici sur ce plateau, il y a même des gens qui m'ont accusé de faire la promotion du produit de Monseigneur Cléda, ce qui est faux. Mais moi, je dis tout simplement qu'il ne faut pas accompagner ce langage qui circule dans les réseaux sociaux, qui tend à démontrer que ce vaccin ne sert à rien, ce vaccin est plutôt contre les Africains, ou que ce vaccin est vraiment mortel. Que des médecins du côté de l'Ouest aient refusé de se faire vacciner. On dit bien que le vaccin est libre. C'est-à-dire que chacun a la responsabilité individuelle. Et on dit que même étant vacciné, vous devez continuer à... Et d'ailleurs, le président de la République le dit tous les jours, vous devez continuer à porter vos masques, à respecter les mesures. Est-ce qu'on peut combattre la maladie après avoir été vacciné? Oui. Mais c'est pour ça... Le vaccin ne met pas à l'abri. C'est pour cela que je dis donc, mais le vaccin, lui, il a quand même un rôle préventif qui est en train d'être expérimenté par le monde entier. Et que le Cameroun ne pouvait pas rester à l'écart. C'est ça que je suis en train de dire. Et moi, je dis qu'il ne sert à rien de continuer à stresser les populations en leur disant que non, ce vaccin-là, on ne sait pas pourquoi le Cameroun... ils ne sont pas stressés. Aller au marché central, on va avancer. Ils sont pas stressés. On sort de ce sujet pour évoquer un autre. Ici, cette une, ou alors ce bas de page du quotidien Le Messager qui parle ici de l'Amida de Garoua. La seconde mort d'Alim Ayatou, l'administration qui bafoue la tradition dans la désignation du nouveau suzerain. Camille Nélé, comment comprendre que pour quelqu'un qui a été un haut commis de l'État et que sa succession fasse autant de bruit, que ce soit l'administration même qui empêche que les choses se déroulent comme ça devrait l'être. Les gens sont en train... Aujourd'hui, vous avez vu, après la mort de l'Amido Ayatou, on a vu tout de suite dans certains journaux que c'est Issa Ayatou qui est le prochain Lamida. En réalité, il se passe que, comme dans tous les cas de vacances de pouvoir,
sur le plan traditionnel, il y a forcément des convoitises et il y a des luttes. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Parce que Issa Hayatou a certainement été désigné par la famille Hayatou. Mais il y a, au niveau de la nomenclature traditionnelle, à Garoua, il y a d'autres familles qui ont exercé, qui ont été l'Amido avant la famille Hayatou. Et d'ailleurs, Ali Hayatou, qui vient de mourir, avait lui-même succédé à un de ses oncles. C'était pas son père, c'est pas son père qui l'a succédé. Donc, il y a des familles de l'Amibé, d'ex-Lamibé, maintenant qui ont tous la prétention d'arriver au Lamida. Qu'est-ce qui se passe donc? Hayatou a été choisi par un membre de sa famille, mais il y a aussi d'autres familles périphériques qui ont aussi des candidats. Et c'est pour ça que, dans le strict respect de la loi de 77, portant organisation des chefferies traditionnelles, et qui fait qu'en cas de succession, le sous-préfet, c'est-à-dire que le sous-préfet reçoit des candidatures qui, sur lesquelles on fait comment est-ce qu'on appelle ça, des enquêtes de moralité, et ensuite le sous-préfet descend, et quand il descend, pour procéder à ce qu'on appelle la tenue des palabres, les familles désignent un candidat, et c'est ce candidat qui est désigné par la notabilité. Alors nous en sommes encore au stade où les éventuels candidats en provenance des autres familles sont en train de déposer leur dossier. Il n'y a pas de problème. C'est pas l'Amida de Garoua n'est pas l'affaire de la seule famille Hayatou. Mais il y a plusieurs familles qui ont eu des lamidos dans le temps. Donc c'est ce qui se passe aujourd'hui. Moi je pense que faire un grand titre dans le journal en parlant de la seconde mort d'Ali Hayatou, non, il n'y a pas de mort, il y a juste ce qui se passe la plupart du temps. L'administration veut faire respecter la loi. Et en respectant cette loi. Et comme il y a plusieurs candidatures, parce que généralement, après la mort d'un chef, c'est la notabilité qui apporte le nouveau roi. Or, dans le cas où il y a plusieurs prétentions, à ce moment-là, on est obligé de rassembler, de collationner toutes ces candidatures et de procéder à une tenue de palabre. Et c'est ce qui va se passer à Garoua. Donc, il ne faut pas que les gens pensent que c'est l'administration qui est en train de vassaliser la chefferie traditionnelle ou l'Amida. Non, ce qui est en train d'être fait est en fait conforme à la loi et à l'esprit de la loi de 77 sur les chefferies traditionnelles. Ça s'est vu aussi avec... Comment expliquer, on voit depuis quelque temps beaucoup de membres du gouvernement qui deviennent chefs traditionnels et ainsi de suite. Alors, vous savez, il y a certaines communautés qui n'ont pas la tradition de la chefferie traditionnelle. C'est-à-dire qu'il y a certaines communautés dans notre pays, et ça c'est vérifiable et c'est connu, dont les chefferies n'ont été inventées que dans les années 60. Donc chacun peut prétendre à cela. Oui, mais il y a des chefferies qui sont anciennes, telles les Lamida, et telles par exemple ici, à l'ouest Cameroun, ou dans le littoral, où il y a des chefferies qui sont depuis 150 ans, mais en réalité, où la chefferie et la succession elle-même, elle est réglementée par la tradition, et elle est toujours gérée encadrée par l'administration. D'abord par la notabilité, et c'est l'administration qui entérine. C'est la loi de 77 maintenant qui donne le dernier mot à l'administration pour installer le chef. Donc c'est ce qui va se passer du côté de Garoua, où on va avoir un lamido, mais ce lamido-là, ce ne sera pas forcément un fils ou un frère Hayatou. Un frère Hayatou. Oui, je voulais dire que moi, ce qui me gêne dans cette affaire, c'est que, contrairement à ce que le doyen semble dire, il y a une volonté manifeste de l'administration de vouloir vassaliser les chefferies traditionnelles. C'est-à-dire de vouloir les inféoder, vouloir quasiment imposer et dominer les chefs. Vous savez, qu'on va pouvoir contrôler. Absolument. Vous savez, dans le septentrion, c'est un cas d'école. L'essentiel des Lamida, dans le septentrion, sont militants de partis politiques, et la plupart du RDPC. Si vous prenez 10 Lamido, vous avez 8 ou 9 qui sont des militants de RDPC. Il faut s'assurer que le prochain Lamido de Garoua soit du RDPC. C'est malheureusement la triste réalité. C'est comme ça dans le septentrion. Ils ont cette tradition, je ne veux pas dire séculaire, mais qui date de plusieurs Lamidas. En général, c'est comme ça se passe chez eux. Et moi, ce qui me gêne davantage dans l'affaire, quand je parle de vassalisation, c'est qu'à la vérité, le gouvernement et le pouvoir traditionnel, de manière spécifique dans le septentrion, ont toujours entretenu des rapports incestueux. Parce que voilà un Lamido qui est décédé. Il y a plusieurs candidats. On a eu l'impression à travers des médias interposés, et avec l'association des réseaux sociaux, qu'ils sont en compétition, ils sont en campagne. Il y en a qui sont en campagne visible. Moi, je dis, du moment où ces gens sont en campagne, ça veut dire qu'ils sont susceptibles d'aller vers les électeurs à qui ils peuvent apporter, proposer des certain nombre de choses. Alors, moi, je sais pas, contrairement à ailleurs où le chef désigne
son successeur et le reste entérine. Dans une pratique dans laquelle les gens vont en compétition, eh bien, il y a des risques de ce que la volonté du chef ne soit pas respectée parce que les gens sont en compétition et il y a au finish élection et puis il y a désignation. Bon, peut-être que c'est un choix qu'on respecte, mais quand la meilleure c'est que celui qui est désigné par le chef, il n'y a pas de débat. Il n'y a pas de débat, il y a des risques, il y a très peu de chances que le pouvoir soit vassalisé et inféodé. Pour sortir, on parle, Camille Nélé, de Thomas Sankara, son procès qui va finalement s'ouvrir. Il y a cette interview qu'il avait accordée 11 jours avant sa mort, où il disait qu'un jour peut-être quelqu'un va sortir de la foule et tirer sur le président, et puis voilà, il est mort, et ça peut arriver. Juste 11 jours après, Thomas Sankara est décédé. Pour vous, c'était prémonitoire? Non, ce n'était pas prémonitoire. On nous sort une interview qui est sortie 11 jours, mais il y a une autre interview qui était sortie 1 ou 2 ans avant. Non, peut-être 6 mois avant, où on lui avait demandé que, mais est-ce qu'il n'a pas peur de Blaise Compaoré, que Blaise Compaoré le tue. Il avait dit que si c'est Compaoré qui doit le tuer, il préfère en mourir. Il préfère en mourir. Et sur l'ouverture de ce procès. Donc, je voulais dire qu'il est curieux que ce procès ne s'ouvre que 34 ans après la mort de Sankara. Sankara est mort le 15 octobre 1987, mais il faut dire que les gens qui parlent de cette mort et qui veulent maintenant ouvrir ce dossier devant le tribunal militaire, les membres du tribunal militaire n'étaient même pas encore dans l'armée en 1987. Et le problème, c'est qu'il y a un contexte qu'il faut expliquer aux Africains. Or, les gens ne comprendront jamais réellement les dessous de la crise qui existait dans le gouvernement du Burkina en 1987, qui ont abouti à la mort. Il y avait une crise de confiance entre les élites. On a vu la mort de Sankara en septembre 1987, mais on n'a pas vu, on n'a pas noté la mort de Lingani et de Zongo 2 ans plus tard. On ne parle que de la mort de Sankara, mais ils étaient 4 à avoir fait la révolution. Mais il y en a qu'un seul qui a survécu. Or, le problème du Burkina Faso et de la mort de Sankara, c'est un problème qui doit être débattu par des gens qui doivent expliquer le contexte. Et là, aujourd'hui, il y a 2 documents, par exemple, qui peuvent édifier les gens. Il y a un livre écrit par Sénène André Mirado, édité par Jeune Afrique Livre, qui s'appelle « On l'appelait Sankara ». Et il y a le fantastique documentaire réalisé par Alain Foka, qui dit la vérité sur le contexte du Burkina Faso en 1987. Donc, moi, je pense qu'il ne faut pas que les gens se soient accrochés sur du sentimentalisme. L'affaire Sankara, la mort de Sankara est la résultante d'un long pourrissement de la vie politique du Burkina Faso. 2 phrases pour dire que le Burkina Faso parle au Cameroun. 34 ans plus tard, voilà un président qui est appelé à rendre compte. Donc, ça devait simplement interpeller ceux qui sont aux affaires aujourd'hui, qui n'imaginent pas qu'ils sont à l'abri parce que le temps est le véritable tribunal de l'histoire. Que quoi qu'il arrive, un jour ou l'autre, vous serez appelé à rendre compte, surtout à ceux qui jouent avec ce pays. Merci Gervais Fongan, merci à Camille Nélé. On attend vivement Politique Sebzito en kiosque. Madame, messieurs, c'était tout pour cette édition de la Revue des Grandes Unes. Rendez-vous demain pour la dernière de la semaine.